Voilà, ça a été très court. Rebonsoir avec Joseph Confavreux qui m'a rejoint pour ce second débat consacré à la mobilisation de la société française et à des témoignages sur ce qui est en train de nous arriver. Je vous l'ai dit, il est en direct de Bruxelles parce qu'il est devenu formateur spécialisé dans l'insertion et dans la déradicalisation et il donnait donc des conférences auprès du Conseil de l'Europe. Il s'appelle Mourad Benchelali, il a été l'un des 5, je crois, Français détenus à Guantanamo. On a envie de vous poser la question de Mourad Benchelali, quand vous entendez parler de Bruxelles, du parcours de ces jeunes kamikazes français qui ont tué beaucoup de gens et qui se sont fait sauter vendredi soir dernier à Saint-Denis et à Paris, est-ce que ce que vous savez pour l'instant de leur parcours de radicalisation, je dirais, ressemble au vôtre il y a maintenant une quinzaine d'années? Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, alors je suis à Strasbourg, hein, je ne suis pas à Bruxelles. Strasbourg, autant pour moi. Je vous remercie pour l'invitation. En tout cas, je suis très heureux d'être parmi vous. Vous m'avez fait beaucoup d'honneur en me décrivant comme un expert, mais je ne suis pas un expert. Je suis simplement un jeune qui essaie de faire profiter de son expérience au plus grand nombre. Alors sur l'affaire à proprement dite, sur les attaques qui ont touché Paris, évidemment, je ne veux pas m'exprimer précisément sur ce qui a pu se passer parce que j'ai pas les éléments et puis voilà, je sais pas encore ce qui s'est passé dans le détail, mais ce que je peux dire, c'est que effectivement, des jeunes qui vont faire le djihad n'est pas nouveau. Voilà. Moi, j'ai été en Afghanistan en 2001, avant les attentats du 11 septembre. J'avais 19 ans et à mon arrivée en Afghanistan, il y avait beaucoup de jeunes, et notamment de France. Donc c'est vrai que c'est pas malheureusement quelque chose de nouveau, d'autant plus que les attentats qui ont touché Paris ne sont que la répétition d'un triste scénario qui ont été, même si c'est pas le même groupe, les attentats de Madrid ou de Londres. Donc c'est un peu l'histoire qui se répète en effet. Est-ce que l'environnement familial, parce qu'il faudrait raconter votre histoire en détail, mais vous d'abord, c'est un de vos frères qui lui-même, votre grand frère, je crois, qui lui-même s'était radicalisé et qui vous a envoyé, qui vous a conseillé d'aller en Afghanistan. Votre père était lui-même connu pour ses discours assez enflammés à l'époque, et finalement, le très jeune homme que vous étiez s'est retrouvé en Afghanistan près d'une base d'Al-Qaïda, et sur cette base même, vous racontez dans un livre publié chez Robert Laffont que vous avez rencontré Oussama Ben Laden, que vous avez vu descendre de 4x4 avec tout son aéropage, ses gardes du corps, je le précise, avant les attentats du 11 septembre, et c'est quand vous avez essayé de fuir cette base d'Al-Qaïda en Afghanistan que vous avez été rattrapé. Est-ce que quand même votre parcours de jeune paumé, j'ai envie de dire, vous paraît ressembler à ce que vous entendez dire là sur ces jeunes Français qui partent en Syrie et qui sont revenus pour commettre ces attentats? Alors la première chose, c'est qu'il ne faut pas, de mon point de vue, essayer d'avoir une explication globale au départ de jeunes pour le djihad. Je pense que chacun a ses raisons particulières. C'est comme essayer d'expliquer un divorce. Tous les gens ne divorcent pas pour les mêmes raisons. Alors, juste pour préciser, pour le contexte familial, vous avez décrit celui de ma famille. Mon père était en effet un imam. Bon, on l'a décrit comme radical après le 11 septembre, je suis désolé. Et moi, j'ai pas été élevé dans le djihad ou dans la violence, même si en effet, c'est mon grand frère qui m'a parlé de l'Afghanistan, mais j'assume tout de même mes responsabilités. Ensuite, effectivement, voilà, moi, en ce qui me concerne, c'était beaucoup de naïveté, beaucoup d'ignorance sur la réalité de ce que était l'Afghanistan. J'étais un espèce de gamin qui partait à l'aventure. Donc, c'était mon état d'esprit de l'époque. Et c'est vrai que c'est difficile de comprendre avec les choses qu'on sait aujourd'hui, mais vous l'avez bien précisé, c'était avant le 11 septembre, il y avait un tas de réalités que je ne connaissais pas sur l'Afghanistan. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de jeunes sont attirés par la Syrie, mais moi, je fais personnellement deux distinctions. C'est-à-dire qu'il y a des adultes qui savent très bien où ils mettent les pieds, en toute connaissance de cause, qui sont, voilà, ils partent sciemment, ils ont une idéologie très élaborée, c'est pas le même ancrage, etc. Et puis il y a des gamins qui se laissent embarquer, qui se laissent embrigader, qui sont très naïfs, très jeunes, très inconscients, très immatures et qui se laissent embarquer un peu comme on partirait à l'aventure très naïvement. Et c'est surtout à eux que je m'adresse, moi, quand je fais de la prévention, parce que c'est ce que j'essaie de faire en ce moment, en leur expliquant la réalité de ce que peut ressembler une terre de djihad. Et c'est pour ça que c'est important, de mon point de vue, de faire un peu de distinction et de ne pas systématiquement regarder ces départs à travers le prisme des plus radicaux.
Et alors justement, Mourad Benchelali, depuis que vous avez été libéré et de Guantanamo et des prisons françaises, puisqu'en rentrant en France, vous avez été aussi emprisonné en France, et surtout depuis ces départs en Syrie qui sont beaucoup plus nombreux qu'au moment où vous êtes parti en Afghanistan, on est dans une proportion quasiment de 1 à 10, vous participez à donc, des opérations de prévention de la radicalisation, d'essayer même de prévenir certains départs. Concrètement, qu'est-ce que c'est que ces opérations? Comment vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Ben justement, j'ai pas de discours tout fait. Moi, je me concentre simplement, je raconte simplement mon histoire. Voilà. Je raconte, comme je vous l'ai dit, ce que j'ai découvert quand je suis arrivé en Afghanistan, l'état d'esprit dans lequel j'étais avant mon départ, et ce que j'ai trouvé. Effectivement, je me suis retrouvé embarqué dans un camp d'entraînement d'Al-Qaïda, où les personnes qui y étaient prêchaient aux attentats suicides, prêchaient aux assassinats, prêchaient aux manipulations d'explosifs, etc. Donc on avait basculé dans tout à fait autre chose qu'une guerre qu'on peut imaginer entre deux camps qui s'affrontent. Tout était devenu asymétrique. Et ensuite, j'ai dû fuir et survivre au bombardement américain et échapper à ceux qui me poursuivaient, c'est-à-dire les Afghans. Et j'ai été capturé par des villageois pakistanais qui m'ont livré ensuite aux Américains, et j'ai été détenu dans l'arbitraire pendant plusieurs années. Et cette réalité que j'explique aux jeunes, leur expliquer ces conséquences que ça a eu sur moi, cette réalité, cette complexité de terrain, tous ces groupes qui s'affrontent, cette manipulation, cet embrigadement, enfin voilà, toutes ces réalités qu'ils n'appréhendent pas forcément. En tout cas, ça leur donne les outils critiques de savoir, voilà, d'avoir les outils de savoir vraiment à quoi ressemble une terre de djihad. Et en général, les jeunes me disent, après que j'ai pu parler avec eux, leur expliquer tout ça, que ils comprennent que c'est. Enfin, souvent, ils me disent, mais on savait pas que c'était aussi compliqué. On savait pas que c'était comme ça. Alors souvent, on dit oui, mais les jeunes, ils partent en Syrie, ils savent très bien où ils mettent les pieds. Pourtant, j'ai des jeunes qui me disent, mais on savait pas, on savait pas que c'était aussi compliqué. Mais qu'est-ce qui On savait s'imagine pas, Mourad, qu'on était voilà, amené à se retrouver dans telle ou telle situation. Qu'est-ce qu'ils s'imaginent concrètement avant Ils idéalisent beaucoup, c'est-à-dire qu'ils idéalisent beaucoup. Souvent, pour les plus jeunes en tout cas, ils sont toujours évidemment attirés par l'idée de défendre la Oumma, de défendre un État islamique, de défendre la veuve et l'orphelin, de défendre l'opprimé face à ce qui a été décrit. Là, j'ai un peu écouté vos débats auparavant, la grande puissance internationale, etc., qui vivent comme de l'oppression contre les musulmans. Et donc, dans cette vision manichéenne qu'ils ont entre un monde musulman et un monde occidental, ils ont décidé de prendre parti. Voilà, en tout cas, c'est leur façon dont ils l'interprètent. Et donc, dans cette vision manichéenne, ils découvrent qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça. Et quand je leur explique mon histoire, ils comprennent qu'en fait, c'est beaucoup de manipulation. Quand je leur explique que les talibans, quand les Américains ont commencé à bombarder, ils se sont sauvés. Et ils nous ont laissé, nous, les villageois, au milieu des bombes et au milieu des Afghans qui nous poursuivaient. Donc, évidemment, ça leur fait comprendre les choses d'une autre manière. Mais concrètement, à vous entendre, ça se joue très très jeune, parce que dès un certain âge, le processus d'idéologisation, il est déjà trop avancé. Et donc, vous, quand vous dites que vous faites de la formation, ça peut jouer vraiment que sur quasiment des adolescents, non? Bah, évidemment, moi, un adulte, après, est un adulte. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas non plus une personne qui part en connaissance de cause, il prend ses responsabilités. Voilà, pour moi, c'est pas la même chose. Après, des gamins, pour moi, ils sont influençables, ils sont vulnérables et on profite justement de cette vulnérabilité. Moi, je m'identifie à ces parcours de gamins de 15 ans. Aujourd'hui, on entend des gamins de 15 ans, 16 ans qui se retrouvent embarqués dans des terres de djihad. Et c'est sur ça que je veux pas rester silencieux. Après, une personne de 30 ans qui décide de partir, moi, j'ai pas de jugement moral à avoir là-dessus. En réalité, je suis pas policier ou agent de renseignement, mais évidemment, si je peux le dissuader, c'est toujours mieux. Mais c'est pas, j'estime qu'à partir de ce moment-là, c'est plus mon rôle. Mais Mourad Benchelali, quand vous voyez les vidéos de recrutement, parce que ce sont des vidéos de recrutement qu'on voit sur Internet de l'État islamique, de Daesh, comment vous jugez, comment vous appréhendez ces méthodes de recrutement psychologique pour essayer de séduire une jeunesse? Alors, ces vidéos de propagande ne sont pas nouvelles. Au camp d'entraînement d'Al-Qaïda, on nous faisait visionner tous les vendredis des vidéos de propagande qui étaient déjà à l'époque assez élaborées en réalité. Pour tout vous dire, on a même participé nous-mêmes à une vidéo de propagande, c'est-à-dire qu'on nous a filmé à l'intérieur du camp, on en a fait une vidéo. Bon, elle n'est jamais sortie, mais voilà, c'est pour vous expliquer que rien n'est nouveau. La seule chose qui a changé, c'est la technologie, c'est-à-dire que les moyens techniques et puis les moyens qu'ont Daesh sont différents et donc ils élaborent, c'est beaucoup plus élaboré, mais c'est pas nouveau. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est le vide qu'il y a face à cela. C'est-à-dire que il y a donc la propagande, le discours qui
qui est vraiment énorme, quoi, très très important. Et puis en face, il n'y a pas le contre-discours qui devrait justement pallier justement à tout ça. Et je pense qu'il y a un vide énorme par rapport à ça. Et c'est vraiment le vrai problème aujourd'hui, je pense. Quand vous parlez de contre-discours, ça va être une partie de notre conversation avec nos invités là sur le plateau. Ce contre-discours, ce discours d'explication et de déstructuration de ces vidéos d'embrigadement, il devrait être tenu par qui? Par les parents, par des autorités religieuses, par l'école? Bah, je pense que c'est le rôle de tout le monde déjà. Tout le monde peut être acteur, tout le monde a son rôle à jouer, tout le monde peut faire quelque chose, quoi. Voilà, moi, à mon petit niveau, je raconte mon histoire, mais il y a des imams qui peuvent expliquer peut-être le point de vue théologique, il y a des membres d'associations, et puis il y a des jeunes. Et je pense qu'il faudrait surtout des personnes auxquelles les jeunes peuvent s'identifier. Donc des jeunes déjà, et puis je sais pas, des personnalités, des personnes que les jeunes aiment et qui pourraient leur donner le bon exemple. Je pense que c'est ça qui est important et c'est ce qui manque. Pour prendre l'exemple, par exemple, du site internet très connu Stop Djihadisme, du site gouvernemental, il n'y a pas un seul jeune dans ce site. Et puis, il vient du gouvernement. Donc, évidemment, les jeunes ne vont pas aller chercher l'information là-bas. Mais c'est une bonne réflexion, c'est un bon début. Mais voilà, je pense que voilà, je pense qu'il faut plus de jeunes en tout cas. Il y a un terme qui circule beaucoup en ce moment, c'est évidemment celui de déradicalisation. Pour vous, ça voudrait dire quoi? Alors, contre-discours ne veut pas dire contre-propagande. Moi, je raconte mon histoire et je raconte les faits que j'ai vus. Voilà, je suis pas là et je pense qu'il faut la bonne posture à avoir, c'est surtout ne pas être dans le jugement moral. Je pense. C'est-à-dire entre les bons musulmans ici, les mauvais d'un côté, le bon islam, le mauvais islam, etc. Je pense qu'il faut surtout donner le sentiment aux jeunes qu'on le comprend et qu'on comprend comment il en est arrivé à ce raisonnement, mais essayer de le déconstruire. Voilà, moi en tout cas, j'essaye de surtout ne pas être un donneur de leçons et simplement rapporter les choses telles que je les ai vues. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous, donc via Skype, en direct de Strasbourg, pour participer à ce débat. Merci beaucoup à vous. Deux invités sur ce plateau à Paris, Laurence Decoq, bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire-géographie en lycée et vous êtes chargé de cours de didactique de l'histoire ou de sciences de l'éducation à Paris 7, Paris Diderot. Et puis un avocat, Hosni Mahati, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes engagé dans la lutte contre les discriminations et vous assurez notamment la défense de victimes d'islamophobie, ou de négrophobie. Comment est-ce que ça vous intéresse, Laurence Decoq, en tant que spécialiste et qui en plus doit vous aussi, vous devez vous confronter à des élèves jeunes à qui il faut dire quelque chose quand vous entendez l'expérience de cet homme qui dit lui-même qu'il a été complètement aveuglé, hein, qu'il a fait n'importe quoi de sa jeunesse et qu'il a payé extrêmement cher parce qu'il ne l'a pas dit lui-même, mais il le raconte dans son livre. Il a été torturé pendant 2 ans à Guantanamo. Enfin, tout ça a duré pendant des années et évidemment, il a souffert dans sa chair. Quand vous entendez cette expérience, c'est quelque chose dont vous pouvez vous servir? Dans son témoignage, il y a énormément de choses qui sont très importantes pour la formation des enseignants. Ce monsieur a dit beaucoup de choses. D'abord, la première chose, c'est de dire qu'il n'y a pas de modèle d'entrée dans le djihad. Il dit bien, c'est comme un divorce, j'aime assez le parallèle. Effectivement, ça ne sert à rien d'essayer de traquer des formes de modélisation ou même des signes annonciateurs avec des modèles comme ça a pu circuler il y a quelques mois. Bien sûr, il faut rester vigilant, mais encore une fois, il faut aussi apprendre à singulariser l'approche que l'on a avec chacun des élèves. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et qui est à mon sens beaucoup plus importante, et qui est le défi auquel on va être tous en tant qu'enseignants vraiment confrontés et sur lequel on n'est absolument pas formés, c'est non pas la déradicalisation, parce que là, de ce point de vue-là, je crois que pour nous, c'est trop tard pour intervenir une fois qu'il y a eu radicalisation, mais en revanche, la sensibilisation à la déconstruction d'un discours de propagande. La différence par rapport à il y a 15 ans, même si effectivement les propagandes, les vidéos de propagande pouvaient déjà exister, la différence c'est qu'aujourd'hui le discours de propagande ou le discours un peu conspirationniste, il n'est pas réservé à ceux qui essaient de recruter pour le djihad. C'est aujourd'hui des sites comme Égalité et Réconciliation, d'autres sites qui véhiculent en permanence, qui jouent en permanence sur ce sentiment de mensonge dans lequel baignent les adolescents. Ils adorent ça et ils adorent avoir l'illusion d'être eux-mêmes maîtres de leur quête de vérité. Et ces sites-là sont extrêmement bien faits parce qu'ils leur donnent l'illusion qu'on leur ment,
que le gouvernement leur ment, que leurs parents leur mentent, que les médias leur mentent, que tous les adultes leur mentent, mais que quelque part, entre eux, dans cette grande communauté informelle d'adolescents, ils peuvent se faire circuler des informations et ils vont saisir des vidéos qui sont extrêmement délétères et que nous, enseignants, pendant très longtemps, on a négligé, on a même un petit peu moqué. Et aujourd'hui, on se retrouve effectivement acculé à devoir apprendre à déconstruire ça. Et comme le dit fort bien ce monsieur, il ne s'agit pas d'avoir un discours de contre-propagande. C'est-à-dire que la valeur du discours d'un prof, elle est sensiblement égale à 0 face à la valeur du discours de telle vidéo. Voilà. Parce que précisément, à partir du moment où ces vidéos sont lues, sont regardées, elles activent quelque chose, et on est uniquement, nous, en position de contre-discours, et ils trouveront toujours quelque chose à nous opposer. Donc ça veut dire que dès le plus jeune âge, il faut apprendre une posture intellectuelle à des enfants, des petits, qui consiste à dire comment est-ce que je vais, moi, aller chercher la preuve, comment est-ce que je pars en quête du vrai. Autrement dit, une posture intellectuelle qui consiste à rendre vigilant par rapport à toute forme de manipulation. Alors évidemment, quand je dis ça, ça peut sembler évident, mais d'un point de vue pédagogique, ça ne me paraît pas évident, ça me paraît difficile, voilà. Au contraire. Non, mais je veux dire, de bon sens de partir en quête ou en pare-feu de la manipulation, sauf qu'on ne sait pas le faire. Voilà. Un prof, aujourd'hui, il ne sait pas le faire. Alors, je ne parle pas en plus de l'absence ou de la quasi-absence de formation des enseignants, de la quasi-impossibilité qu'ils ont aujourd'hui, de par l'institution telle qu'elle fonctionne, de dialoguer entre eux, et donc de construire des stratégies qui soient des stratégies communes, qui soient des stratégies d'établissement, qui soient des stratégies éventuellement concertées avec des parents. Donc tout ça, ce sont des empêchements, et ça rend les choses évidemment extrêmement compliquées. Et ce n'est pas au moment où justement les gamins sont les plus fragiles, c'est-à-dire vers 14-15 ans, fin du collège, début lycée, qu'il faut intervenir, c'est évidemment bien avant. Alors je ne vais pas vous donner la réponse, je dis simplement que c'est le défi du XXIe siècle et que si on ne prend pas à bras-le-corps ce défi-là, beaucoup plus important qu'une mobilisation pour les valeurs de la République, même si ça en fait partie, je crois, si on ne le prend pas à bras-le-corps, alors à ce moment-là, on va effectivement droit dans le mur parce qu'on sera toujours concurrencé et ce n'est pas nous qui gagnerons dans ce discours-là. Vous avez publié un texte sur les blogs de Mediapart qui s'appelle « Demain lundi, demain la vie ». Alors lundi, c'était hier, c'était le retour des enfants dans leurs écoles respectives après les attentats de Saint-Denis et Paris. Et vous écrivez « Demain, il faudra accueillir des enfants et des adolescents dans les classes. Et demain, il ne faut s'attendre à rien de ce qui correspond à nos formes adultes de deuil. » Alors je pourrais continuer, mais on a envie de vous poser la question parce que vous n'avez pas encore raconté la suite. Alors qu'est-ce qui s'est passé hier matin ? Alors c'est difficile d'avoir, pour le moment c'est encore un peu tôt, d'avoir une vue qui couvrirait l'ensemble du territoire. Parce qu'il faut savoir que quand on parle de l'école, l'école primaire, l'école maternelle, l'école primaire, le collège et le lycée et l'université, alors vous êtes prof au lycée. L'université c'est évidemment très touché, c'est pas du tout la même chose. Alors prof au lycée, je peux vous raconter pour le lycée, d'autres lycées, mais aussi parler d'autres niveaux parce que dans le collectif auquel j'appartiens, on a eu des retours quand même assez importants de ce qui s'est passé dans les classes. Dans les lycées et dans les collèges, la principale réaction, ça a été... Alors, d'abord dans les lycées, la peur. Parce que c'est dans la foulée quand même, ça s'est passé de vendredi soir, donc lundi on les retrouve, on les cueille, et évidemment tout le monde est encore à vif, y compris nous, chose qu'on oublie assez, mais enfin, moi j'habite en face de là où ça s'est passé, donc on est complètement pris aussi, complètement dans notre chair, on est nombreux à connaître des victimes ou des amis de victimes, et donc on arrive et ils ont peur, et ils sont pleins de questions. Voilà. Et c'est des questions pour lesquelles on n'a pas forcément beaucoup plus d'expertise, nous les enseignants, que d'autres. Alors moi j'enseigne l'histoire-géographie. Alors je vais vous les donner. Moi j'enseigne l'histoire-géographie, mais imaginez que c'est tous les enseignants de toutes les disciplines qui sont en prise avec les mêmes questions. Alors les questions c'est, est-ce qu'il y a la guerre ? C'est pourquoi est-ce qu'on n'arme pas les gens ? Pourquoi est-ce qu'on n'autorise pas les gens à s'armer ? Est-ce qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale ? Savoir que la guerre mondiale, en tout cas en cours d'histoire, c'est évidemment une formule choc. Donc, est-ce qu'on va vers une troisième guerre mondiale ? Est-ce qu'ils vont balancer une bombe atomique ?
Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Que faire? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Alors, si je vous les pose à vous ces questions-là, vous voyez comment déjà, entre adultes, on a du mal à y répondre. Donc imaginez quand il s'agit de répondre à des enfants. Et puis une peur aussi dans certains quartiers, et en particulier dans les quartiers populaires, une peur par rapport à ce qui s'est passé en janvier dernier. C'est-à-dire la peur d'être immédiatement ciblé comme possiblement ceux qui sont avec une forme de connivence avec les tueurs, hein, et notamment les enfants dans les quartiers populaires, et notamment les enfants des familles musulmanes ou dites musulmanes, ou qu'on considère comme musulmans, etc. Eux arrivent avec cette peur-là. Voilà. Ils savent, ils l'avaient déjà d'ailleurs en janvier, hein, mais là ils l'ont évidemment encore plus. Ils arrivent le côté, avec la peur des représailles. on pourrait s'en prendre à nous. Bien sûr, ils arrivent avec la peur de l'islamophobie, on va en parler tout à l'heure, mais je veux dire, elle est réelle dans certains quartiers, elle est évidemment extrêmement réelle. Donc déjà, ils anticipent ça, c'est-à-dire on va encore s'en prendre plein la figure, et qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ça? Voilà. Ça, c'est plutôt donc avec les grands. Après, avec les petits, il s'est passé des choses sur lesquelles il faut être extrêmement vigilant. Par exemple, il y a des petits en maternelle qui ont fait une minute de silence, mais il y a des petits de 3 ans qui ne savaient même pas ce qui s'était passé. Et c'est pas à l'école d'informer sur ce qui s'est passé, et pas par le biais d'une minute de silence. On ne demande pas à des enfants de 3 ans de faire une minute de silence, ça n'a aucun sens. Et puis, il y a des enfants aussi en primaire et au début du collège qui ne voulaient pas en parler. Et c'est pas parce que ça les intéresse pas, c'est ce que je dis aussi dans cette tribune-là, c'est qu'il y a des gamins qui, à un moment donné, ont eu envie très rapidement de passer à autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui est magnifique dans l'enfance et que nous, on a perdu. C'est cette espèce de stratégie de mise à distance du réel. Hein. On se retrouve entre copains et surtout, on va parler d'autre chose, quoi. Voilà. Et de mise à distance de la peur aussi. C'est-à-dire que c'est repéré, et effectivement ça l'est, on le sait tous, comme anxiogène, et donc c'est évacué. Enfin, voilà. On essaie de l'évacuer. Et les gamins sont très forts pour ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas en eux. Et ça va ressortir à plein de moments, mais pas forcément le lundi. Ça va ressortir dans 10 jours, par exemple. Voilà. Et ça, il faut que nous, on file cet événement-là, et qu'on le file sur le temps long. Je pense qu'on n'a pas été très très bon et que ce n'est pas possible de l'être là, hier et aujourd'hui. Parce qu'on est encore pétri d'affect. Il y a plein d'enseignants qui ont fondu en larmes, il y a plein d'enseignants qui n'ont pas trouvé leurs mots, il y a plein d'enseignants qui ont dit on n'y arrive pas, et c'est normal. Voilà. Moi, je me suis retrouvée devant une de mes classes qui était encéphalogramme plat. Il ne disait rien. Je ne m'attendais pas à ça. Il ne disait rien. Et puis l'autre, en revanche, là, ça a fusé dans tous les sens. C'est le même niveau, tous les deux, c'est 2 premières. Là, ça a fusé dans tous les sens et ça a donné lieu vraiment presque à un moment de grâce, parce que voilà, un vrai moment de dialogue, un vrai moment d'échange. Mais la première, il ne disait rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il s'en désintéresse. C'est à Paris. Un lycéen aujourd'hui à Paris ne peut pas se désintéresser de ce qui s'est passé. Ça veut dire autre chose, mais je ne sais pas quoi. Encore, c'est trop tôt. Donc il va falloir que je trouve des chemins de traverse dans les semaines à venir pour essayer d'aller réveiller ça, pour quand même libérer la parole. Une troisième invitée nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Radia Bakouche, vous aussi, vous avez publié un appel sur Mediapart qui s'intitule « Nous sommes unis », qu'on peut trouver sur le site. Et vous êtes la présidente de Coexister, une association qui promeut depuis 2009, je crois, le dialogue interreligieux auprès des jeunes. J'ai envie de vous, puisque vous venez d'arriver, je vais vous donner la parole, maître, mais une première question comme ça, c'est ces derniers jours, justement, comment vous regardez ça? Comment vous jugez ça? Parce qu'on a entendu des choses très contradictoires. Il y a des gens qui disent, ben finalement, la société française, malgré tout ce qu'on raconte, et peut-être ce qu'on se complaît à trop raconter, malgré ses fractures, malgré ses divisions, et bien là, on voit que finalement, elle a résisté. Parce qu'il n'y a pas eu, vous me contredisez si je me trompe, hein, mais de dérapage, d'insultes, les gens ne se sont pas tournés les uns contre les autres. Comment vous regardez ça depuis samedi matin? Alors nous, c'est même depuis vendredi soir qu'on s'est mobilisé pour lancer cet appel à l'unité, cet appel à l'anti-division qu'on avait déjà présenté pendant les événements post-7, 8 et 9 janvier. On avait très peur de ça, très peur d'une diffusion de messages de haine, d'appels au renforcement
anti-communautaire, etc. Et on s'est mobilisé tout de suite, on s'est réunis en QG, en résistance positive, comme on s'est appelé, pour diffuser des messages d'unité, pour diffuser des messages de paix, parce qu'en tout cas, c'est ce que nous voulions entendre et c'est ce qu'on voulait apporter à la société, c'est ce qu'on voulait apporter aux réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. C'est vrai que les événements du 13 novembre ont eu moins d'impact, je pense, que en termes justement d'islamophobie, d'attaque directe sur certaines communautés. En tout cas, c'est le ressenti qu'on a eu au sein de nos membres. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas. On a eu aussi des témoignages de gens qui ont reçu de mauvaises remarques, de mauvais regards, des regards de méchanceté, mais aussi des peurs qui ressortaient sans forcément qu'il y ait une cause, mais des peurs de nos salariés, de nos membres, qui se disaient « mais qu'est-ce qui va se passer ? Quand je vais sortir dans la rue, qu'est-ce qu'on va me dire ? Comment on va me regarder ?» Donc on a eu à la fois des sourires, des sourires de bienveillance, où on se disait « bon, bah, finalement, on croit en l'unité encore dans ce pays », mais aussi des regards de méfiance, malheureusement, et c'est contre ça qu'on se mobilise. Même question, Maître Mahati. Si vous comparez au climat que vous ressentez comme ça sur la société française de janvier, là, depuis 3-4 jours, comment vous voyez les choses ? J'estime que c'est beaucoup trop tôt pour comparer en réalité. Il se trouve que pour venir à cette émission, j'ai donné rendez-vous à un ami qui est dans le public et qui a une barbe un peu fournie et des dreadlocks. Oui, je le vois, oui. Très clairement, c'est de façon assez habituelle, c'est quelqu'un qu'on regarde avec sympathie parce qu'en général, c'est un peu exotique, son look. Là, on est passé de l'exotisme à assimiler terrorisme, sans vouloir être trop méchant avec lui. C'est beaucoup trop tôt parce qu'on est mardi, que c'est le dernier jour de deuil national, que les gens n'ont pas encore, je pense, amorti le choc terrible qui vient nécessairement après un acte aussi fort. Alors, pour ce qui est, je dirais, de l'islamophobie et qui va forcément découler de ce qui s'est passé. Je suis père de 2 enfants. Il se trouve que, et je comprenais tout à fait ce que vous disiez, c'est-à-dire que j'ai un garçon qui a 13 ans, c'était son anniversaire le 13 novembre, donc on avait très bien commencé la journée. Il n'a appris que le samedi ce qui s'était passé. Il était complètement muet, il a fallu... Et je pense que son silence, c'était parce qu'il ne pouvait pas assumer ce qui se passait. Et la première question qu'il m'a posée, c'est « Papa, est-ce qu'on va dire que c'est à cause de nous ?» Le lendemain, j'ai un deuxième garçon, son prénom c'est Ismaël. Il se trouve qu'un des terroristes, qui est originaire de Bondoufle dans l'Essonne, s'appelle Omar Ismaël. Et donc on lui a caché. On n'a pas voulu lui dire. Et il se trouve qu'en plus... le premier nom, enfin la première lettre de son nom, c'est un M comme moi. Donc quand j'ai vu Ismaël M dans le journal, j'ai pas pu m'empêcher de me dire qu'on pouvait faire un lien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un courrier à sa maîtresse et j'ai trouvé le bon moment pour expliquer à mon fils qu'un des terroristes avait le même prénom que lui. Et c'est lui qui a posé la question en classe en disant y a un terroriste qui s'appelle Ismaël. Et la maîtresse, parce que elle était préparée pour cela, et ce n'est pas toujours le cas, effectivement, lui a répondu, tu sais, il y a des Ismaël qui sont gentils et des Ismaël qui sont méchants. Comme il y a des François qui sont gentils et des François qui sont méchants. Et sa mère m'expliquait tout à l'heure que quand il a su, parce que c'est moi qui lui ai dit à un moment où il était à peu près distrait qu'il y avait un Ismaël qui était terroriste, sa mère lui dit, comment tu t'es ressenti? Il a 7 ans. Hein. Il a dit, je me suis senti tout petit. Donc ça veut dire qu'il y a une pression. Cette pression-là, elle s'exerce, elle peut alimenter un climat parfois de paranoïa chez certains musulmans parce qu'il y a une telle émotion qu'effectivement on va se dire que tout ce qui va se passer, on va l'examiner à l'aune exclusif de ces attentats, ce qui est dans l'immédiateté des faits très souvent le cas, et en même temps, parce qu'on ne sait pas traiter du vivre ensemble dans ce pays, parce qu'on a abandonné depuis longtemps l'idée d'une mixité sociale, et que l'on fantasme la réalité d'une communauté par rapport à d'autres, fantasmes qui sont alimentés par des idéologues tels qu'Éric Zemmour, par exemple, eh bien, effectivement, on ne se parle plus, on ne se connaît plus, et on est dans des représentations symboliques qui vont nous donner le sentiment qu'on maîtrise des choses alors qu'on ne maîtrise rien. Pas plus qu'en réalité, le gouvernement qui aujourd'hui installe l'état d'urgence,
assigne un certain nombre de personnes à résidence parce qu'ils ont des fiches S, parfois à juste titre, mais aussi, souvent, de façon complètement disproportionnée, me semble-t-il, en tout cas dans les cas pour lesquels j'ai déjà été saisi depuis hier, eh bien, on se rend compte qu'on est dans la surenchère, qu'il y a un sentiment de panique qu'on essaye de couvrir par un sentiment de force qui, à mon sens, est similaire et comparable à ces musulmans qu'on l'on dit radicaux, qui essayent de se montrer forts à l'extérieur parce qu'ils sont faibles à l'intérieur. Et pour reprendre un petit peu ce que disait Mourad Benchelali tout à l'heure, moi j'ai grandi dans un quartier populaire. Il se trouve que lorsque j'habitais dans ce quartier, lorsque je regardais les noms qu'il y avait sur la boîte aux lettres du hall où j'habitais, je savais que mon père avait traversé la Méditerranée, puis que ma mère l'avait retrouvé. Il suffisait de regarder les noms. Puis, à un moment donné, j'aurais très bien pu croire que j'habitais dans la ville d'origine de mes parents, parce qu'on a concentré des gens qui avaient à peu près des noms de même consonance. Puis, on a eu des gens qui venaient d'Afrique de l'Ouest et qui étaient de plus en plus majoritaires. Et on avait un bailleur social qui affichait dans tous les halls d'immeubles de ce quartier, dont je tairai le nom, si vous avez des membres de votre famille qui veulent habiter dans le quartier, ils sont prioritaires. Et on a créé des ghettos sociaux. Moi, j'ai eu la chance, pour répondre un petit peu à Malek Bouti, d'avoir une voisine qui était directrice de la bibliothèque municipale Georges Sand. Et elle nous ramenait des livres. Et puis après, on est parti chercher les livres à la bibliothèque. Et puis, à force de squatter, on a fini par m'y embaucher. Et puis, j'ai fait mes études et j'ai financé mes études comme ça. J'ai rencontré quelqu'un dont le mari travaillait dans une grande maison d'édition juridique. J'ai eu mon premier stage comme ça. Et parce que j'ai eu ce premier stage, j'ai rencontré un prof qui venait travailler et qui était auteur pour cette maison d'édition. Je suis devenu chargé de TD comme ça. Et parce que j'étais chargé de TD, eh ben, je suis aussi devenu commercial d'une maison d'édition. Il y a du réseau, il y a du lien social. J'ai eu la chance, j'ai 41 ans, de vivre ça. C'est de moins en moins vrai. C'est de moins en moins vrai. Donc, l'islamophobie, les discriminations, elles existent. Elles ne sont pas uniquement liées à l'origine religieuse ou autre, mais c'est une réalité aujourd'hui qu'on construit un discours qui est largement partagé, qui consiste à essentialiser les musulmans et l'islam de façon générale, à les résumer à quelques formules chocs, et puis ça suffit. Et puis, comme de toute façon, on ne les voit pas et qu'il n'y a personne d'autre pour en parler, j'ai en tête cette phrase d'une consoeur que je croisais hier matin en garde à vue dans un commissariat de l'Essonne, qui me disait, moi j'ai ma grand-mère qui habite en Corrèze, il n'y a pas d'arabe dans la ville, dans le village, mais elle vote Front National à cause de ce qu'elle voit à la télé. Donc c'est tout ça qu'il faut déconstruire. Les médias ont une responsabilité, je ne vous pointe évidemment pas du doigt, mais il y a dans le discours ambiant des constructions intellectuelles qui vont favoriser un sentiment de culpabilisation, et on le ressent très clairement aujourd'hui, je veux dire, il n'y a pas photo, il faut lutter contre le radicalisme islamiste, etc. Certes, mais qui est radical, qui ne l'est pas, on ne sait pas. Donc, dès que vous ressemblez à un hipster qui aura le malheur de ne pas avoir racheté Salam Gillette sans vouloir faire de publicité, on va vous regarder de travers, c'est une réalité. Et puis, vous avez aussi des personnes qui, dans leur parcours, vont effectivement se radicaliser, on ne va pas le nier. Cette radicalisation, moi je l'ai vue chez certains. J'ai souvenir d'un étudiant dans la résidence universitaire où j'habitais qui m'expliquait, tu sais, Hosni, tes études de droit par rapport à la religion, c'est pas trop ça. Il m'a dit ça le jour d'un partiel, c'était assez motivant. Et je dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que c'est pas la charia. Et que forcément, Dieu ne va pas mettre la baraka, c'est-à-dire la bénédiction dans tes études. Donc j'allais à mon partiel, je l'ai réussi, hein, je vous rassure, mais j'ai eu une vraie discussion avec lui. Et parce que j'ai discuté avec lui, que j'ai pris la peine de lui expliquer que s'il se faisait escroquer, pour rester gentil, par son opérateur téléphonique, il était bien content de trouver le code de la consommation. Avec des exemples concrets, on arrive à déconstruire, et finalement ils se disent, bon, moi j'y connais pas grand-chose, et puis finalement, pour certains, on va vous traiter de philosophe, c'est quelqu'un qui vient vous endormir avec des belles paroles, mais qui s'éloigne du cœur du discours religieux. Et dans le même temps, ces personnes-là, elles pensent comme ça aujourd'hui, mais si on les laisse, elles vont mûrir, elles vont s'insérer, parce qu'à un moment donné, il faut se marier, il faut travailler, et elles vont rencontrer d'autres personnes, elles vont refaire du lien social quand elles le peuvent, et elles vont changer de discours. Tout ça pour vous dire qu'au-delà de la lutte contre l'islamophobie ou toute forme de discrimination, le constat que je fais, l'appel que je fais, c'est une véritable politique de mixité sociale. C'est ça qui peut faire en sorte que eh bien, les gens se rencontrent, qu'ils arrêtent de fantasmer les uns sur les autres. Parce que je suis musulman, je ne vais pas forcément être victime d'islamophobie, mais en même temps, si je le suis, il faut pouvoir lutter pour être crédible dans cette lutte. Donc voilà, ce n'est pas Pierre et le loup, comme on nous a appris quand on était petits, mais en même temps, ça arrive souvent qu'on nous traite de loup nous-mêmes.
Et donc, il faut savoir ne pas aller dans le sens de la meute qui veut nous attirer pour ce fameux clash des civilisations. Et ce clash des civilisations, il existe. Et il a des parrains intellectuels, aussi bien chez ceux qu'on retrouve chez Daesh que ceux qu'on retrouve chez les identitaires d'extrême droite. Alors on va venir effectivement à ces questions de mixité sociale qui sont fondamentales. Mais auparavant, comme vous le dites, on ne peut pas aujourd'hui saisir l'ensemble de l'onde de choc du 13 novembre. Néanmoins, il y a quand même une comparaison qu'on peut faire entre les attentats de janvier et ceux-là du 13 novembre. C'est sur cette fameuse minute de silence dans les écoles, où après les attentats des 7 et 9 janvier, tout le monde a dit, voilà, elle n'a pas été respectée dans plein d'endroits. Et là, on dit, ah non, là, ça s'est bien passé. Comment est-ce que vous, en tant qu'enseignante, vous expliquez ça, Laurence Decoq? Est-ce que c'est lié uniquement au fait que les cibles n'étaient pas les mêmes et que Charlie Hebdo était plus clivant parce qu'il avait fait de la caricature et du blasphème un code de conduite quasiment? Alors ça, c'est évidemment l'explication principale, je pense. C'est-à-dire qu'il y a une dimension très universelle dans ce qui s'est passé vendredi. C'est n'importe qui d'entre nous qui a été touché. Et c'est ce n'importe qui d'entre nous qui provoque l'identification, y compris d'ailleurs intergénérationnelle, puisque des enfants sont morts, des adolescents, des jeunes, des plus vieux, et des gens de toutes les couleurs et de toutes les confessions. Donc là, on a bien vraiment quelque chose qui renvoie aussi à la possibilité, à l'arbitraire, à la possibilité que ce soit soi. Donc de ce point de vue-là, il était aussi évident. Avec Charlie Hebdo, parce qu'avec le policier, enfin pas à Charlie Hebdo, mais sur oui, les morts. Oui, sauf qu'à Charlie Hebdo, il y avait aussi cette question de travaillons la liberté d'expression, a-t-on le droit de caricaturer, etc., qui a été mise en avant tout de suite. Et en réalité, des gamins, dans certains endroits, ont vraiment statué là-dessus, au lieu de statuer sur qu'est-ce qui s'est passé, le deuil, etc. La deuxième explication, c'est que, et ça c'est très bien, c'est que les écoles ont laissé à l'écart les médias. Ce qui n'a pas été le cas le 7 janvier, où tout a été dans la panique, on n'avait rien prévu, etc. Là, on sait, nous, dans le collectif, on a refusé de répondre aux journalistes hier, et on sait qu'il y a l'Académie de Créteil a demandé à ses enseignants de rester à l'écart des médias. Voilà, il y a des choses qui ont eu lieu dans l'intimité de l'espace scolaire, ce qui est hyper important. On construit dans l'intimité. La relation pédagogique, elle se fait dans l'intimité et elle n'avait pas à être attendue au tournant par un certain nombre de caméras. Maintenant, des dérapages ou des paroles égarées ou des paroles qu'on aurait aimé ne pas entendre, il y en a forcément eu. Et pas simplement dans les quartiers populaires, parce que des paroles islamophobes et racistes, on les trouve aussi dans d'autres quartiers où justement l'absence de mixité sociale fait qu'il y a assez peu de musulmans. Donc il y a eu, on le sait, il y a eu des paroles qui ont été dites, mais qui ont été ou qui vont être traitées, reprises, travaillées par des enseignants. Voilà. Et qui n'ont pas été montées en épingle comme tout à coup un problème national et des défaillances des enseignants ou des défaillances de l'institution scolaire. Radia Bakouche, le chercheur Pierre-Jean Louisard, qui est spécialiste de Daesh, a expliqué à la fois dans Mediapart et dans Les Inrecuptibles, donc on est d'accord que ces attentats n'étaient pas du tout aveugles, mais qu'en visant la jeunesse du 10e et 11e arrondissement, ils visaient précisément des quartiers où existe encore, même s'il y a une gentrification, une forme de mixité sociale, des gens qui sont capables de penser une complexité. Et c'est assez troublant quand on lit, il y avait un Dabiq, donc, qui est le journal de propagande de l'État islamique, qui en février dernier avait titré sur l'extinction de la zone grise. C'est-à-dire la zone grise, c'est ceux qui pensent que le monde n'est pas noir et blanc, et qu'en gros c'était un projet d'en finir, non pas de viser d'abord ceux qui pensaient encore que le monde pouvait être complexe, que le monde n'était pas noir et blanc. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Et à partir de là, comment vous faites pour garder ce texte que vous titrez « Nous sommes uniques » qui est performatif, hein, c'est on veut l'être, mais comment on fait concrètement quand ce qui est visé, c'est précisément cette possibilité d'unir une société ouverte et des gens différents? Alors je pense en effet que les lieux choisis par les attaques, par les tueurs, n'ont pas été choisis au hasard. Aujourd'hui, je pense que la majorité des jeunes à Paris, entre 20 et 40 ans, je dirais, connaissaient quelqu'un, soit connaissaient quelqu'un qui connaissait quelqu'un et qui s'est retrouvé dans ces attaques, c'est certain. Moi, j'habite à 100 mètres du Bataclan, j'y étais pas ce soir-là, mais voilà, c'était forcé.
On retrouve dans ces quartiers un peu, bon, c'est un boboïsme parisien, mais pas seulement, c'est aussi les endroits où on repense le monde, où on réfléchit le monde. Et je pense que c'est ce qui a voulu être attaqué. C'est intéressant quand vous disiez ils veulent détruire cette zone grise d'anti-manichéisme pour essayer de voir le monde comme il est de manière complexe. C'est vrai, je pense aussi. Je pense qu'avec leur idéologie un peu millénariste, complètement mortifère, c'est ce qu'ils essayent de faire, de diviser la population. Et en tout cas, nous, on se place en rempart contre ça, contre cette division. Et non, ça ne nous a pas désespérés, au contraire. Au contraire, ça nous renforce dans l'idée que notre message est plus important que jamais, jamais aujourd'hui. Parce qu'on a, par exemple, avec ce collectif Nous sommes unis, lancé des opérations Voisins unis, où on apprend à rencontrer l'autre, à exprimer ce qui s'est passé, puisque nous n'avions pas le droit de nous rassembler à l'extérieur. Alors on se rassemble chez nous en invitant les autres chez soi pour en discuter, pour en parler, pour boire un café. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce voisin qu'on rencontre jamais, ce voisin, c'est notre voisin chrétien, juif, musulman, athée, agnostique. Et on découvre la conviction et la religion de l'autre. Et par ça, lorsqu'on entendra parler des musulmans comme cette espèce, voilà, comme vous disiez tout à l'heure, en essayant d'essentialiser ce musulman, lorsqu'on entendra parler, on pensera à notre voisin, à cette personne qu'on aura rencontrée dans ce type d'action, à ces personnes avec qui on aura agi ensemble dans des actions au quotidien. C'est ça ce qui est important. Mais de fait, là vous parliez tout à l'heure de mixité sociale, comme un triste symbole, une des personnes qui est morte au Bataclan s'appelait Mathieu Giroux. C'était un jeune géographe urbain qui travaillait précisément sur ces thématiques-là, sur la mixité sociale et sur comment, derrière le slogan politique de la mixité sociale, on couvrait aussi des phénomènes de gentrification et d'exclusion des classes populaires qui se trouvent en France, sont largement issues de l'immigration. Est-ce que là, il y a une racine du mal? C'est que, effectivement, aujourd'hui, les gens se rencontrent moins, alors que c'était plus vrai avant. On se méfie toujours de cette idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Les espaces de rencontre ont tendance à se raréfier parce qu'on a une crise économique. Ce qui permettait, avant de se rencontrer, il y avait le service militaire déjà, qui n'existe plus. Après, on peut être pour ou contre, mais c'était un lieu de rencontre. Je suis désolé. Non, mais je vous suis. Non, parce que je donne l'île de la tête parce que j'ai tout fait pour l'éviter, mais je vous Non, suis. mais je comprends, je comprends. Mais certains l'ont fait, d'autres non. Voilà, donc c'était un lieu de rencontre. Ensuite, il y a les universités, il faut encore pouvoir y accéder. Et puis après, il y a le travail. Quand il y a de moins en moins de travail et que, en fait, vous êtes dans des quartiers où pour accéder à certains endroits, les transports en commun sont moins présents et que c'est de plus en plus compliqué et que le simple fait d'habiter dans telle rue de telle ville est en soi rédhibitoire, on a des véritables questions à se poser. Il y a un manque de courage politique depuis un certain nombre d'années, très clairement, pour ce qui est de faire en sorte que les gens se rencontrent. J'aspire à ce que chaque quartier de France ressemble à la France. Alors, il y aura toujours des quartiers chinois, maghrébins, l'Afrique, dans le 18e, ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais chaque quartier de France devrait pouvoir ressembler un peu plus à la France. Et la France, ce n'est pas des gens qui vivent... Manuel Valls a fini par le reconnaître, et puis il a un petit peu rétropédalé en parlant de ghetto urbain. Il faut lutter efficacement contre cela. Je suis convaincu que lorsque les gens se rencontrent, ils apprennent à se connaître, et c'est comme ça qu'on arrête de fantasmer les uns sur les autres, et c'est aussi comme ça qu'on fait du lien social. Je l'ai expliqué, on m'avait posé la question une fois, et je l'avais même dit à Manuel Valls dans son bureau lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. J'étais invité place Beauvau dans le cadre de la gestion d'un dossier d'islamophobie suite aux attaques de femmes voilées à Argenteuil. Je dis, il ne faut pas s'étonner que lorsqu'on concentre les mêmes personnes avec les mêmes origines et les mêmes problèmes au même endroit, ce soit plus des réseaux de trafic de stupéfiants qui se développent que des réseaux qui vont vous permettre de travailler dans telle ou telle boîte parce que vous connaissez quelqu'un qui a une information comme quoi on cherche quelqu'un à ce moment-là. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se fait. On sait très bien que ce sont les réseaux qui permettent d'exister. Et quand on regroupe les mêmes personnes aux mêmes endroits, effectivement, on perd. Donc, ces personnes-là qui se retrouvent entre elles, si elles n'ont pas d'autre perspective que finalement... alors, ça reste une minorité, hein, je ne voudrais pas non plus dépeindre ça comme une généralité, mais en tout cas, se diffuse largement un sentiment d'exclusion. Et on va essayer de le justifier de façon assez facile, et des fois à juste titre, par la couleur, par l'origine,
par un certain nombre de choses. Et puis, il suffit qu'il y ait des remarques de temps en temps qui viennent vous stigmatiser, sans vouloir faire de l'égocentrisme. Mon premier cours de français, j'ai eu des difficultés en français pendant très longtemps, parce que mon premier cours de français en CE1, chez Madame Thomas, qui est décédée, qui était une femme pied noir, au jardin parisien, elle a dit, aujourd'hui, on va faire le premier cours de français. Donc moi, je découvrais ça. Et j'ai mon voisin d'en face, qui s'appelait Thierry, je ne donnerai pas son nom, qui s'est retourné, qui m'a dit, ça, Hosni, c'est pas pour toi. Et j'ai porté cette phrase-là pendant des années. Et si je n'avais pas, justement, d'autres personnes je n'étais pas encore français à l'époque, que je voyais comme des Français, mais qui m'ont apporté des livres, et que mes parents eux-mêmes avaient ce qui manque souvent dans les quartiers, c'est-à-dire la culture de la culture. On ne sait pas forcément l'importance d'ouvrir un livre et de le lire. Et toutes ces personnes qui finissent dans les bras de l'État islamique n'ont pas cette culture-là. Je ne peux pas croire qu'on soit réellement cultivé et tomber dans les bras de l'État islamique. Je ne connais pas d'idéologue digne de ce nom. C'est des personnes qui vont vous prendre des versets, ils vont faire des fatwas et qui vont s'appuyer non pas sur un raisonnement, mais sur un pathos fort, avec des histoires qui sont complètement différentes d'une personne à l'autre, comme le rappelait à juste titre Mourad Benchelali tout à l'heure. Et effectivement, on crée des histoires, et on crée des histoires collectives qui n'en sont pas. Mais par ailleurs, ce que disait Joseph, c'est que dans le communiqué de revendication de Daesh, quand on a effectivement posé la question à Pierre-Jean Louisard, qui est vraiment un des très bons spécialistes français de Daesh, on lui a dit ce que disait tout le monde. On lui a dit ce sont des attentats aveugles. Et il nous a répondu très calmement, ils ne sont pas aveugles du tout. Regardez ce qu'ils disent, 18e, 10e, 11e. Je connais la gentrification. Je suis directeur de la rédaction des Arocs et je travaille dans le 11e. Mais il ne s'agit pas d'idéaliser ça comme une tour de Babel. Mais quand même, s'il y a encore des quartiers populaires à Paris où il y a une mixité sociale, il manque peut-être le 19e et le 20e, mettons. Mais c'est bien ces quartiers-là, et c'est bien ces quartiers-là qui étaient visés et qui étaient ciblés. C'est pas aveugle et c'est pas par hasard. Très rapidement, je vous laisse répondre après. Il y a une tentative d'hold-up mental. C'est-à-dire que on va vous faire tellement mal, vous allez avoir tellement mal, vous allez avoir une émotion tellement grande qu'on va essayer de vous enlever votre rationalité, votre intelligence. Cette tentative d'hold-up mental, il faut lutter contre. Ça nécessite de la discussion, c'est ce qu'on fait entre nous ce soir, mais elle ne doit pas s'arrêter là sous le coup de l'émotion. Laurence Decoq. Oui, pour prendre une petite formule un peu parlante, je réfléchissais en vous écoutant, je ne vais pas revenir sur l'urgence de la mixité sociale, elle me semble vraiment évidente. De manière générale, je pense qu'il faut remettre du social de toute façon dans la politique. On est quand même censé avoir une politique de gauche, donc a priori ça se définit aussi comme ça. Mais pour la petite formule, je dirais qu'on nous répond par un état d'urgence alors que véritablement il y a une urgence d'État. Et une urgence d'État au sens d'une urgence de service public. Et les institutions, en ce moment, sont vraiment en train d'être livrées à elles-mêmes. Elles dysfonctionnent, il n'y a plus d'argent. On est sans arrêt en train de nous parler d'économie budgétaire, de politique d'austérité, etc. Résultat, il n'y a plus suffisamment d'enseignants pour encadrer des élèves. Il n'y a pas suffisamment d'heures pour encadrer des élèves. Il y a des quartiers entiers, parce que le 11e, c'est vrai qu'il y a de la mixité sociale, mais en même temps, ce n'est pas représentatif de la France. Il y a du rural qui est complètement isolé, dont on ne parle jamais, parce que la France, ce n'est pas Paris. Il y a des quartiers entiers qui ont vu la poste fermée, qui ont vu tous les signaux du service public, c'est-à-dire de la présence de l'État, fermés les uns après les autres. Il y a des quartiers qui sont littéralement abandonnés par la présence de l'État au sens d'un encadrement, et notamment d'un encadrement intellectuel, culturel, des bibliothèques, des cinémas, des choses qui donnent la soif d'apprendre et des choses en effet qui permettent aux gens d'avoir le désir d'aller s'installer dans ces lieux-là, et puis d'y rester, et puis de rencontrer et de tisser du lien, comme vous disiez. Donc on a une urgence de social. Et pour reprendre la laïcité, parce que voilà, on nous dit laïcité, laïcité comme l'espèce de mantra, mais la laïcité, c'est un principe d'organisation des différences, et pas simplement des différences religieuses. C'est un principe d'organisation des différences tout court, y compris des différences sociales. Or, il y a des quartiers en France où les différences sociales, et même les différences culturelles, elles ne se voient pas. Il n'y en a pas. Donc, je ne vois pas comment on pourrait mobiliser un principe pour organiser quelque chose qui est invisible. Et à l'école, on a ça.
C'est-à-dire qu'on peut toujours avoir des grands discours et des grands discours sur la mobilisation, la tolérance, etc. Mais il faut que cette diversité, ces différences, il faut qu'elles soient palpables, il faut qu'on les voit. Il faut qu'il y ait des gamins qui s'appellent Mohamed, Rachid, Fatima dans les manuels scolaires. Il faut qu'il y ait tous les âges dans les manuels scolaires aussi. Il faut qu'il y ait tous les sexes dans les manuels scolaires. Il faut que toute cette diversité, elle devienne une évidence, pas simplement une incantation. Voilà. Et ça, ce sont évidemment des pistes qui sont mais à très long terme, mais qu'il va falloir repenser de toute urgence. Et vous trouvez qu'on n'en parle pas? Que justement la réponse politique, là, pour le coup, évite ça? Absolument. Moi, je pense que si la France a conscience de sa richesse, puisqu'on le voit avec les discours racistes, les discours de division entre les communautés, ça nous prouve que la France a conscience de sa diversité. En revanche, elle n'a pas conscience de la richesse de sa diversité et elle ne le montre pas, elle ne le met pas assez en avant. Et justement, et du coup, on a cette diversité, mais on ne sait plus quoi en faire. Et les gens se renferment dans leur propre identité, et se renferment dans les communautés qui les ressemblent. Et il n'y a plus aucun lien. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous disiez. C'est une fois qu'on aura rencontré l'autre, qu'on aura rencontré une personne qui ne pense pas exactement comme nous. Et c'est ce qui fera qu'il y aura une ouverture d'esprit et qui va se créer. Et je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait dans ce sens. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a des organisations, qu'il y a des associations qui se mobilisent pour ça. Laurence Decoq, je vais peut-être se diriger vers la fin de cette discussion en posant une question à l'historienne que vous êtes. Jusqu'à quel point la réinvention, en gros, d'un avenir commun en France qui ne soit pas fait de toutes ces tensions passe par un réexamen de l'histoire? Et notamment, évidemment, de l'histoire coloniale de la France, mais aussi de la manière dont la France a construit son unité par l'exclusion de la religion catholique à l'époque, mais avec de manière assez violente comparée à d'autres pays, qui fait qu'aujourd'hui, le rapport à la laïcité, à la religion, est particulièrement complexe et passionnel. Donc, voilà. Jusqu'à quel point il faut vraiment au fond, reprendre quasiment à zéro cette histoire du XXe siècle pour inventer un XXIe siècle? Ce n'est pas que l'histoire du XXe siècle, c'est sur beaucoup plus long terme qu'il faut reprendre l'enseignement de l'histoire. D'abord, il faut sortir uniquement du cas français. C'est-à-dire qu'on ne peut plus simplement se regarder le nombril et faire uniquement l'histoire de France ou l'histoire dite nationale. Il faut regarder le monde à travers tous les prismes possibles, à travers tous les lieux géographiques possibles. Il faut penser le monde, il faut penser la mobilité des hommes et des femmes sur le très long terme, montrer que les gens ont toujours bougé, les gens se sont rencontrés, la population française dite de souche n'existe pas, c'est un fantasme. Tout ça aussi, il faut absolument le répéter. Il faut, vous avez raison, montrer que la laïcité a une histoire. Ce n'est pas simplement un principe sans historicité. Elle a une histoire et elle a une histoire conflictuelle. Et donc, il faut le dire aussi pour légitimer aussi les conflits qui ont lieu aujourd'hui autour de la laïcité. Il faut remettre surtout dans l'enseignement de l'histoire, dans l'histoire en général, il faut remettre des acteurs sociaux, il faut remettre des hommes et des femmes anonymes, il faut mettre des gens effectivement auxquels des gamins peuvent s'identifier, justement parce que ce ne sont pas simplement des héros, parce que les gamins qu'on a devant nous, ça ne va pas devenir des êtres exceptionnels, ça va devenir des êtres comme vous et moi. Excusez-moi, nous sommes sans doute exceptionnels quelque part, mais enfin, je ne suis pas sûre qu'on laisse une énorme trace dans l'histoire de France. Et donc, il faut enseigner l'histoire des anonymes, et encore une fois, dans tout ce qu'ils ont aussi de différent, voilà, et dans tout ce qu'ils ont comme potentiel, d'ailleurs, j'insiste là-dessus, comme potentiel politique. Parce qu'on parlait d'État. Moi, j'ai des élèves en tout cas, j'avais des élèves quand j'étais à Nanterre, j'y suis restée 16 ans. J'ai des élèves qui ont un rapport extrêmement problématique à l'État. J'ai des élèves qui ne se sentent pas partie prenante de l'État. J'ai des élèves qui sont totalement dépossédés et qui ont intériorisé cette idée qu'ils étaient dépossédés de toute puissance politique. Et ça, c'est particulièrement grave. Parce que justement, quand quelqu'un arrive et dit « moi, je vais t'en donner de la puissance. Moi, je vais donner du sens à ton action dans le monde. » Ce sens, c'est que tu vas justement devenir un martyr. Là aussi, ça prend. Là aussi, ça prend parce que pour une fois, on lui dit « tiens, voilà une occasion de montrer que tu as la possibilité d'agir sur le monde. » Voilà. Alors ça aussi, repenser l'histoire comme ça, repenser l'histoire en montrant que ce sont les hommes et les femmes, les n'importe qui d'entre nous du passé, qui font bouger le monde et qui sont le moteur de l'histoire et le moteur de l'action politique. Ça prend d'autant plus, on va en parler avec nos invités beaucoup, quand
selon une formule maintenant consacrée, c'est la seule offre politique sur le marché. Oui, ben c'est la seule offre politique sur le marché. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on repense. Redonner de la puissance politique aux enfants et aux futurs adultes, donc. Ça, c'est une manière de penser la citoyenneté. Pas simplement en leur demandant d'adhérer à des valeurs, même si évidemment c'est important, mais en rendant lisible et en rendant plausible le fait que l'action politique, elle est utile. Oui, pour rebondir là-dessus, ce qu'on entend souvent, nous, au lycée, au collège, enfin, je parle en tant que jeune, mais voilà, c'est que, oui, vous les jeunes, vous êtes le futur, vous les jeunes, vous êtes l'avenir, il faut vous former pour le futur, et un jour, et après, on nous oublie. Mais en fait, moi, j'ai envie de dire que c'est aujourd'hui, en tant que jeune, que c'est aujourd'hui que j'ai envie de donner mon avis avec mon impétuence, avec mon impertinence, avec mon manque d'expérience, avec mes sentiments. Et en tant que jeune, c'est aujourd'hui que j'ai envie de prendre la parole et j'ai envie qu'on m'écoute maintenant. J'en ai marre d'entendre dire « vous êtes le futur » et du coup, vous écoutez. Et un jour, je vais tomber dans l'anonymat et plus personne ne nous écoutera. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat. On va parler justement des racines de Daesh. Je le disais, selon l'expression de l'islamologue Olivier Roy, la seule offre politique extrême, naturellement, j'ai oublié de le rajouter, sur le marché, avec 4 chercheurs, historiens. Juste une courte vidéo, c'était en juin 2014 et c'était justement la proclamation du califat. L'EIL a décidé de changer de nom et de créer un califat islamique.